Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend bien, soit en écrivant dans le chat ou en levant la main, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. On va commencer dans une minute. Alors, bienvenue à ce webinaire du mois de novembre. Aujourd'hui, ce que j'ai à vous présenter, c'est un atelier sur la fidélisation des employés, principalement la nouvelle génération de travailleurs également, donc ce qu'on appelle les milléniaux. Et au final, vous allez voir, on va passer parmi plusieurs éléments dans cette présentation-là qui feront en sorte que, je crois, vous allez pouvoir développer certaines caractéristiques de votre emploi qui favoriseront justement l'engagement, la mobilisation puis la fidélisation des employés. Donc, on y va comme suit. Juste un instant, je me présente. Vous me connaissez. Maxime Dubois. Donc, je suis un expert en gestion des ressources humaines. Ça fait une douzaine d'années que je fais ça. Je me spécialise en gestion de la performance et également dans tout l'aspect gestion de ressources humaines généraliste. Donc, je suis le directeur des ressources humaines pour Sage Ressources humaines. Alors, mon pedigree, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va définir c'est quoi la fidélisation des employés, incluant le développement d'une marque employeur, comment attirer la nouvelle génération de talents. Je débute ma présentation avec quelques statistiques chocs là, qui vont vous permettre de bien saisir les enjeux. On va également parler de deux, trois trucs sur le recrutement, l'intégration des employés efficaces. Une bonne intégration fait toute une différence avec des employés fidèles. Et je termine ma présentation avec les dysfonctions d'une équipe de travail. Donc, quels sont les 5 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsqu'on est un employeur et qui, justement, ne favorisent pas l'engagement, la mobilisation et la fidélisation des employés. Donc, c'est pas mal l'agenda du jour. Alors, la fidélisation d'employés, ben, notre stratégie, au final, c'est de réduire le taux de rotation. Donc, le taux de rotation, c'est le nombre d'employés qui quittent dans une année. Ou on pourrait parler aussi de taux de rétention. Donc, on a taux de rotation, taux de roulement, mais le taux de rétention, c'est le nombre d'employés qu'on nous sommes capables de conserver dans notre organisation année après année. Tout ça en passant par des stratégies où on va instaurer un climat de travail qui est propice à l'épanouissement puis au développement professionnel, à la satisfaction, mais beaucoup de répondre aux valeurs qu'on véhicule. C'est facile de les inscrire sur un mur, mais il faut surtout les faire vivre à nos employés. C'est ce qui est un des plus gros défis. Donc, commençons ainsi, juste pour vous dire, avec la nouvelle génération de travailleurs. Là, quand on parle de milléniaux, on parle des 18-25 ans. Euh, c'est ceux qui entrent sur le marché du travail présentement. Euh, 43% des salariés, en général, commencent à chercher un emploi dans les 12 premiers mois en ce moment. Donc, c'est toute génération confondue. Et vous voyez, c'est presque 70% chez les milléniaux. Donc, en commençant, ils recherchent déjà à trouver mieux et à comparer. Vous le savez, le modèle de l'emploi actuellement, ou le marché de l'emploi, est très favorable aux chercheurs d'emploi. Et ça fait en sorte que si vous avez vendu en entrevue des éléments qui ne concordent pas avec leur réalité une fois intégrés dans l'entreprise, ben vous leur causez des surprises, puis ils sont déjà à la recherche d'un autre emploi parce qu'ils peuvent se le permettre. Les 2 tiers des entreprises n'ont pas de processus de dotation formel. C'est un enjeu important. La dotation, c'est quoi? C'est tout l'aspect ressources humaines qui débute entre l'affichage d'un poste. Donc, j'ai besoin de combler telle position dans mon organisation. Donc, ça, c'est le début de la dotation. Et la dotation, ça se termine à l'intégration de mon employé. Donc, les 2, 3 premières semaines de travail dans son nouveau poste. Donc, toute cette période-là, là, où tous les processus, là, quand on parle d'attraction, recrutement, intégration, formation, en ressources humaines, on appelle ça de la dotation.
Donc, beaucoup ont fait ça au feeling, où on n'est pas très bien organisé, on a besoin de quelqu'un, on l'intègre du mieux qu'on peut, on le recrute du mieux qu'on peut. C'est ce que je vais tenter de vous aider aujourd'hui à parler de dotation plus efficace. On dit qu'une mauvaise intégration, c'est la plus grande cause de départ prématuré. Donc, un employé qui arrive, on lui dit Hey, salut Marc, bienvenue. Voici ton poste de travail, on te souhaite bonne chance. On te reparlera dans 3 mois pour te dire si tu as fait un bon boulot. Puis, tu auras ton évaluation de probation. Donc, on espère que c'est pas comme ça que ça se passe dans votre organisation, mais si c'est le cas, ça donne une mauvaise expérience à votre nouvel employé. Ça, c'est sûr et certain. La durée idéale d'une intégration où on garde l'employé en focus, là, c'est 3 mois. Vous savez, un employé, là, dans ses 6 premiers mois d'emploi, est habituellement, statistiquement, 50% moins productif qu'un employé régulier. Sa courbe d'apprentissage va quand même assez rapidement. Ça dépend des postes aussi, hein. Il y en a que des postes, les cycles d'apprentissage sont beaucoup plus courts que ça, d'autres qui sont beaucoup plus longs. Donc, en moyenne, je dirais que d'avoir un focus sur nos nouveaux employés, c'est la période de privilégier. Et vous avez vu, les études démontrent aussi que les entreprises qui ont une dotation efficace, donc le processus que je vous parlais tantôt, augmentent leur taux de rétention de 82% dans les 12 premiers mois. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre de l'énergie, du temps, puis des ressources, puis de l'argent dans ce processus-là. Puis vous voyez, une dernière statistique intéressante, c'est que 58%, on a 58% de chances qu'un nouveau salarié reste dans l'entreprise plus de 3 ans après son embauche si on a réussi son intégration de façon efficace. Donc, ça vaut vraiment la peine, justement, d'intégrer la totale. Donc, sur ce, en espérant vous avoir capté votre attention et que vous êtes maintenant un peu convaincu de l'importance d'intégration des nouveaux employés, voici ce qui favorise aussi ou ce qui rend heureux euh, les employés actuels. Plusieurs études là, qui circulent à ce sujet-là, Journal des affaires, la presse, Journal Québec, les journaux spécialisés en affaires. Et on voit que le salaire, les conditions générales de travail, quand on parle de rémunération directe, c'est de moins en moins important par rapport aux autres générations précédentes. Même la sécurité d'emploi diminue beaucoup aussi. On est beaucoup à la recherche, là, comme vous le voyez, là, puis selon les études, ça varie un peu, là, mais ici j'en ai une de Boston Consultant Group qui dit se sentir apprécié par son travail, la relation que j'ai avec mes collègues et avec mon patron, l'équilibre travail-vie personnelle, pas juste vie-famille, hein, vie personnelle aussi, être capable de faire des loisirs, pas vivre trop d'anxiété, être capable de déconnecter le soir, d'avoir des horaires flexibles le matin, le soir. Et une des raisons principales aussi des démissions très précoces, c'est mon leader. Donc, la relation avec le gestionnaire est super importante. Donc, vous voyez, il faut capitaliser davantage sur des valeurs justement d'intégration, de bonheur au travail, de plaisir, plutôt que de capitaliser sur euh, une offre de service là, exclusivement basée sur un bon salaire puis des bonnes semaines de vacances. C'est super important quand même, mais faut bonifier ces éléments-là qu'on a laissés de côté. Donc, une marque employeur, c'est quoi? Ben justement, c'est comme un produit puis un service que vous avez chez vous que vous vendez. On met beaucoup d'énergie à publiciser notre produit, puis notre service, puis à quel point on se démarque de la concurrence, etc. Puis soit qu'on attaque le marché par les prix, par la différenciation, et plusieurs stratégies en marketing. Ben, il faut faire la même chose au final avec nos emplois, parce que la concurrence est devenue féroce. On veut les meilleurs candidats, on veut des bons candidats, mais toutes les entreprises veulent ça également. Donc, il faut réellement se poser une question, quelle est la marque employeur? Comment je vends? Comment je publicise mon emploi chez moi? Mes postes, mon climat de travail, les valeurs que je véhicule. C'est facile d'écrire dans une description de poste que vous avez des bonnes conditions de travail, mais c'est quoi spécifiquement? C'est facile de dire que vous favorisez des horaires flexibles, mais comment? Mais pourquoi? Puis
jusqu'à quel point vous êtes différent des autres organisations, parce que tout le monde écrit ça maintenant. Il faut pas juste l'écrire, il faut le démontrer. C'est pour ça que la marque employeur, ça va aussi loin que d'avoir des pages carrière, des Facebook, des Instagram, des Snapchat, où on va montrer des photos, des vidéos, des boomerangs, des petits clips de regardez comment c'est cool travailler chez nous, puis voici à quoi ça ressemble notre quotidien. Voici comment on vit nos valeurs. Pas juste, ici, l'échelle salariale, c'est 42 500 à 44 500 quand tu rentres, avec une assurance collective, un fonds de pension cotisant de l'employeur, etc. On faut aller plus loin maintenant. Donc, ceux qui ont le plus de succès en ce moment, les organisations qui ont le plus de succès et qui passent à travers la pénurie de main-d'œuvre de façon efficace, c'est qu'ils ont développé une marque employeur forte quand c'était le bon moment, donc c'est-à-dire avant cette crise-là. Ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, puis ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de le faire, parce que c'est loin d'être terminé, ce qu'on vit en ce moment. Donc, si vous voulez vous démarquer à travers vos, vos compétiteurs, ben, il faut développer une marque employeur forte. Et ça va par, vous avez une mission, vous avez une mission, puis vous avez des valeurs communes dans votre organisation. Sûrement que votre PDG ou votre propriétaire a développé ce genre de document-là, une planification stratégique qui parle de mission, vision, valeur. Ben, pourquoi pas faire la même chose pour votre département ressources humaines ou pour votre marque employeur? C'est quoi la mission de notre marque employeur? C'est quoi la vision? Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos employés? C'est quoi nos valeurs communes qu'on véhicule? Et posez-vous réellement la question, c'est quoi les éléments différenciateurs? Si je suis une boîte au centre-ville de Montréal et je parle que j'ai un bon salaire, puis je suis dans une région éloignée, puis je parle de bon salaire, ben ça, on n'est pas différencié, on se différencie pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que si je suis en région éloignée, je peux capitaliser sur le fait que je passe pas 1 heure et demie dans le trafic, que j'ai une flexibilité sur l'horaire, que je vivrai pas de stress à arriver puis partir de mon travail pour aller à la garderie, puis etc. Donc, vous voyez, je suis peut-être un plus petit employeur, je suis peut-être pas dans la grande région, mais c'est pas tout le monde qui recherche à travailler au centre-ville d'une grande ville. Et c'est peut-être moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être justement la capacité d'habiter à 5 minutes de mon boulot et d'y être en 5 minutes, puis de retourner chez moi en 5 minutes. Ça vaut des milliers de dollars, cet élément différenciateur-là, pour beaucoup de personnes. Donc ici, je vous montre un exemple, ça vient de la compagnie Libéo, qui est à Québec. Sur leur page carrière, ils mettaient justement quelques avantages de travailler chez eux. Donc, quels sont les éléments qui sont différenciateurs ou parfois qui ressemblent à d'autres? Donc, vous voyez, là, des projets variés stimulants. Donc, on parle de la variété des projets, un horaire flexible, du temps prévu pour apprendre à se développer. Donc, tu ne seras pas rushé 40 heures semaine à juste faire des mandats puis du facturable. Tu vas pouvoir aussi avoir 3 heures pour lire un livre qui est pour ton développement professionnel, aller suivre une formation continue, des choses comme ça. Café gratuit, vélo intérieur, stationnement gratuit, baby-foot et arcade, vacances bonifiées. On te donne le choix entre un ordinateur Windows ou un Mac. C'est pourquoi obliger un employé qui n'a pas envie de travailler sur l'univers Mac de le forcer à faire ça. C'est des petites choses, vous voyez, là, qui font assurément une différence. Puis là, bon, on a l'aspect aussi un peu pécunier, là. Donc, on parle d'horaire d'été, on parle d'escompte sur les laissez-passer mensuels, des activités sportives, un salaire compétitif, des assurances collectives. J'ai vu dans d'autres entreprises où ils avaient acheté une carte de spa illimitée, ils la laissaient sur le coin du bureau, puis on la prenait quand on voulait, puis on la remettait sur le coin du bureau. Donc, c'est des choses comme ça qui font la différence. Quand on s'attaque maintenant encore à la nouvelle génération de travail, la nouvelle génération de talents, de gens talentueux, voici 5 points qu'on devrait mettre en valeur là, dans notre marque employeur pour qu'elle soit bien définie. Donc, plaçons le facteur humain au cœur de votre stratégie RH. Donc, pas juste la performance, puis la bonification possible, puis les bonnes conditions, puis l'avancement avec des postes incroyables. Ça parle à des gens, ça, mais ça parle pas à tout le monde. Ça parle à peu près à la moitié de la population qui travaille. Donc, facteur humain, développement de compétences, avoir des bonnes relations avec les collègues, tout ce que j'ai indiqué tantôt.
Mettez l'accent sur la technologie et l'innovation. Montrez à quel point vous êtes innovant dans votre organisation, puis que vous êtes axé sur la technologie, puis que vous utilisez des méthodes qui sont innovantes, là. Moi, si je sais que si j'ai 22 ans puis je travaille dans une entreprise puis on me dit d'envoyer des fax encore à mes clients, ben, je veux dire, ça m'allume pas pantoute, là. Moi, j'ai envie de travailler avec des éléments innovants. Euh, Prenez soin de votre marque employeur. Comme je l'ai dit, il faut vraiment prendre le temps de brainstormer sur ce sujet-là. Engagez-vous et développez votre RSE, une responsabilité sociale d'entreprise. Donc, comment je me positionne aussi en termes de développement durable, en termes d'environnement, en termes d'entrepreneurs corporatifs, ben, de corporations euh, qui redonnent à la société, soit par du bénévolat, de l'engagement, ou qui s'adaptent à des causes, ou qui s'attachent à des causes. Donc, vous voyez, là, ça aussi, c'est pas 100% des gens qui sont mobilisés par ça, mais il y a une partie de ces gens, de notre force de travail actuellement qui est réellement intéressée par des entreprises qui favorisent ça. Donc, c'est comme ça peut être un élément différenciateur. Et surtout, favoriser le développement professionnel et personnel. Donc, permettez-leur de justement de continuer à être curieux, à se développer et à développer leurs compétences. Euh, Ici, un concept en formation qu'on appelle aussi la transférabilité des connaissances ou des compétences que je vais acquérir. Donc, idéalement, ici, on va tenter de développer notre propre contenu interne. Comme ça, la personne a moins de chances de pouvoir prendre ces connaissances-là puis d'aller les appliquer ailleurs. Donc, si je développe mon propre contenu à l'interne, mes propres procédures, mes propres façons de faire, ben, chez un autre employeur, ça a moins de valeur que si je paye whatever, un MBA à un de mes gestionnaires. Parce que c'est quand il va avoir terminé son MBA, ben, demain matin, il peut prendre son diplôme puis s'en aller chez l'autre employeur, puis la formation va être 100% transférable. Donc, on tente toujours de trouver le juste milieu entre comment je développe mes gens pour pas qu'ils prennent la valeur sur le marché là, de l'emploi, mais en même temps qu'ils vont se développer à l'interne. Donc, c'est aussi là, tout l'aspect de la formation au milieu de travail, là, c'est stratégique. Donc, on se pose beaucoup la question, en tout cas, je me fais beaucoup poser la question également, c'est est-ce que c'est la responsabilité du département marketing ou c'est la responsabilité des ressources humaines au final de s'assurer de déployer une marque employeur? La réponse, c'est les deux au final, parce que il faut que les deux soient directement liés ensemble. C'est comme si votre département marketing ne parlait pas avec son département des ventes. Euh, le marketing décide de développer une promotion, puis l'équipe des ventes n'est pas au courant, ou vice-versa. Mais c'est la même chose. Si mon marketing n'est pas au courant qu'on est super performant dans tel aspect du milieu de travail, ben, ils ne pourront pas nous aider à mousser l'histoire, et vice-versa. Donc, c'est super important d'avoir une genre de stratégie qui est coordonnée entre peut-être que vous n'avez pas de département marketing puis RH, là, mais peut-être de s'assurer qu'au moins les personnes qui sont attitrées à ces deux postes-là ou à ces deux stratégies-là se parlent et on aligne nos connaissances. Moi, je regarde des Facebook des entreprises en ce moment tous les jours et il y a beaucoup, vous axez beaucoup sur le service ou sur le produit que vous offrez ou sur les promotions. Alors que pourquoi un post sur 5 ou un affichage sur 5 ne serait pas justement de développer ou de promouvoir votre marque employeur? C'est aussi important. Vous cherchez, d'après moi, autant des clients que des employés en ce moment. Donc, il faut que votre marketing, vous réussissiez à l'influencer, à dire, écoute, c'est bien beau de mousser nos produits, nos services, nos ventes, puis comment on est bon, puis comment on réussit bien à offrir un service exceptionnel à nos clients, mais pourrais-tu m'aider aussi à montrer qu'est-ce qu'on fait de bien avec nos employés? Euh, Parce que quand on a une centaine d'affichages de, de posts sur les réseaux sociaux qui sont exclusivement alignés avec nos services et nos produits, ben, la communauté est pas, elle se dit pas, hein, wow, j'ai envie de travailler là. Je dis, oh, wow, ils offrent des produits et des services incroyables. Au-delà de ça, je me retrouve pas comme intéressé à aller appliquer dans cette position. Donc, rapidement, ben, il faut attirer des gens. OK? Puis là, ben, il y a plusieurs stratégies. Vous en parlerez avec votre département marketing, puis dans le développement de votre site web, puis la gestion de vos médias sociaux. Une fois qu'on a attiré des visiteurs,
On veut les convertir. On veut les convertir en quoi? En futurs employés. On veut bien entendu les convertir en clients, mais pourquoi ne pas changer la stratégie ou la bonifier en voulant les convertir en candidats potentiels? Puis une fois que je les ai recrutés, ben là, la stratégie, c'est de les fidéliser. Donc, c'est pour ça que ça, là, c'est standard à un produit ou un service, mais il est juste adapté à faire la même chose avec les employés. Euh, il y a plusieurs éléments aussi qui peuvent vous permettre de bonifier votre marque employeur, hein. Vous voyez, il y a des certifications maintenant, entreprise en santé, il y a des niveaux par le BNQ, le Bureau de la normalisation du Québec, qui donne des certifications. C'est un peu si vous connaissez les normes ISO, là, ISO 9000, 9001, ISO 14000, soit en environnement ou en protocole. Ben, il existe plein d'autres certifications. Euh, qui vont vous permettre justement de publiciser le fait que vous êtes une entreprise en santé, vous êtes une entreprise qui favorise la conciliation travail-famille. Puis je vous le dis, il y a des gens, pas tout le monde, mais il y a des gens qui recherchent ces genres de certifications-là, parce que c'est comme une genre d'assurance que quand je vais arriver, ben c'est vrai ce qui m'a été vendu, parce que c'est certifié par un bureau de normalisation des entreprises qui font de l'audit. Donc, d'aller chercher ces certifications-là, c'est aussi important que quand on le fait dans le temps pour ISO, puis qu'on fait toujours parce que ça l'attire nos fournisseurs, ça l'attire des clients, ben maintenant, ce qu'on veut, c'est attirer des employés. J'ai pris ça ici sur le site web de Côte-de-Beaupré qui ont développé un petit microsite pour des emplois dans la région là, de Charlevoix puis Côte-de-Beaupré, là, qui est un peu à l'est de Québec. Puis regardez, eux, ils voulaient dire, ben voici, on est à 30 minutes de Québec, mais pourquoi vous devriez rester dans notre région pour travailler puis pas faire la route? Fait que fini le trafic. Donc, l'élément différenciateur, c'était ça. Puis là, je sais pas si leur chiffre est valide, là, j'ai pas vérifié, mais on va leur faire confiance. Mais ils disaient qu'un emploi à 30 km à votre domicile, ça vous coûte 2 sur votre tarif horaire net pour la voiture. Ben, vous voyez, là, pour toutes les dépenses, le temps perdu, après ça, l'usure prématuré sur mon véhicule. Comparer ça à si tu travailles près de chez toi, puis tu as à peu près les mêmes conditions, ben, tu vas sauver beaucoup d'argent, puis là, ils le comparent en voyage dans le sud. Ben, c'est un peu ça le concept. C'est qu'ils savent qu'ils peuvent peut-être pas s'attaquer aux emplois au centre-ville de Québec ou en région de Québec, mais ils prennent une autre avenue, ils disent à nous, reste chez nous, tu vas arrêter de t'inquiéter à la météo le matin, tu vas arrêter de t'inquiéter que tu vas être en retard, tu seras pas frustré par le trafic, puis tu seras pas toujours en train de courir après ta montre pour aller chercher l'enfant à la garderie ou whatever. Donc, vous voyez, ça en est un exemple. D'autres exemples, ben, ça c'est sur le site de la capitale. Euh, Ils n'ont pas trouvé 3 raisons de venir travailler à la capitale, ils en ont trouvé 52. Puis ils s'en servent justement pour mousser leurs médias sociaux. Puis là, ici, il y avait par exemple un challenge barbecue où les employés faisaient une compétition amicale entre eux pour justement avoir une émission comme un peu les chefs. Okay. Vous voyez, d'un côté, ils sont capables de démontrer que les gens ont du plaisir au travail puis qu'on n'est pas toujours en train d'être dans la surfacturation puis la surproduction. Alors que de l'autre côté, on tente de montrer que c'est plaisant. Désolé, je lisais quelques commentaires en passant. Qui vit en ce moment les enjeux au niveau du recrutement? Ben, je pense que l'ensemble des entreprises le vivent. Euh, Ceci étant dit, quand on va faire le recrutement de nos employés, on a comme 4 catégories possibles là, quand on fait le choix d'un candidat. Là, puis c'est un peu caricatural, là, puis, mais voici qu'est-ce qu'il y en est. Sur l'axe horizontal, on a justement le savoir-être, donc les attitudes de notre candidat puis ses valeurs. Alors que sur l'axe vertical, on a ses compétences. Fait que vous êtes d'accord avec moi pour comprendre que plus mon employé est en haut à droite, donc beaucoup de compétences, beaucoup d'attitudes, c'est vraiment le genre de candidat qu'on recherche. Alors qu'à l'opposé, ben, pas de compétences, pas d'attitude, ben, idéalement, on ne l'embauche pas.
Puis aux autres extrêmes, on a notre poppy, on a la personne qui a moins de compétences, mais qui vit notre culture à fond. Donc, il n'y a pas beaucoup de danger. Ce ne sera pas notre super performant, mais au final, on aime mieux quelqu'un qui fait ça qu'un terroriste où lui a beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, mais qui ne vit pas notre culture d'entreprise. Où je veux en venir avec ça, c'est que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte où on n'a pas toujours les meilleurs candidats devant nous, on a tout intérêt à prendre des employés qui vivent nos valeurs, notre attitude, qui vivent justement notre quotidien, plutôt que quelqu'un qui a beaucoup de compétences et qui s'en sac complètement de ce qu'on essaie de véhiculer. Ça crée beaucoup plus de dommages des gens qui sont comme ça, parce que vous mettez beaucoup de temps et d'énergie à développer votre marque employeur. Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est que des compétences, ça se développe. Fait que notre poppy, il peut se développer avec le temps, alors que notre terroriste, c'est son savoir-être, c'est beaucoup plus difficile à développer. Puis les marges de manœuvre pour être plus performant en attitude, c'est difficile, c'est très difficile. Donc, ceci étant dit, imaginons qu'au lieu de dire à votre employé, hey, salut, bonne journée, voici ton poste de travail, puis bonne chance. Ben, regardez un exemple ici là, où on attend l'employé de pied ferme, dans le sens que son ordinateur est prêt, ses accès sont fonctionnels, son courriel est opérant. Il y a déjà la clé USB brandée, sa tasse à café est prête, il y a son petit cahier de notes. Êtes-vous d'accord avec moi que ça coûte pas grand-chose à faire? De toute façon, vous l'auriez remis tout ce matériel-là à votre employé, mais que sa première journée, il s'assoit à son poste de travail, puis que tout ça, ça soit prêt, ça fait toute la différence. Et le premier moment entre je m'assois, puis tout est prêt, ou la différence entre je m'assois, puis là, ah non, on a oublié de t'activer dans le système, on va appeler les TI ou l'informatique. Ils vont t'arranger ton courriel, il va fonctionner dans 3 jours. Ou ta carte de crédit, on l'attend encore parce qu'on ne l'a pas reçu, puis tu ne pourras pas faire d'achat, fait que mets-le sur ton compte personnel, puis fais-nous un compte de dépenses, par exemple. Fait que vous voyez, c'est des choses comme ça qui font toute la différence, alors qu'on le fait d'emblée, de toute façon. Et entre attendre un employé comme ça de pied ferme, de façon favorable, ça fait tout un élément différenciateur. Donc, pour intégrer nos employés de façon efficace, pourquoi on fait ça? Pourquoi on devrait mettre de l'argent, de l'énergie et des ressources dans la dotation? Ben, on veut réduire les coûts d'intégration. Parce que quand tout le monde est à la dernière minute, puis qu'on rush l'informatique, qu'on rush les gestionnaires, puis on rush les pairs à s'occuper d'un employé, ben on vient comme tout débalancer tout le monde. Puis il y a beaucoup de coûts qui se perdent dans l'organisation. Euh, ça réduit le stress, un, au nouvel employé, puis deux, à ceux qui l'entourent aussi. Là. Imaginez, rappelez-vous de votre première journée, là, c'est quand même assez stressant parce que, bon, on va rencontrer plein de gens qui vont peut-être nous juger, nous regarder, ils savent pas d'où on arrive, surtout si vous arrivez dans un poste de gestion, vous voulez faire bonne impression, puis vous avez du leadership vite à accumuler. Donc, c'est pas facile. Il faut que l'organisation nous aide à faire ça. Donc, quand on te laisse aller, là, on t'aide pas pantoute. On veut bien entendu réduire le roulement de main-d'œuvre. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à calculer votre taux de roulement. Ben moi, ça m'amuse. Je ne sais pas si ça vous amuse, mais je suis prêt à gager avec pas mal n'importe qui est dans la liste ici, que si vous calculez votre taux de rendement 12 mois et moins, puis vous calculez votre taux de rendement 12 mois et plus, que le taux de roulement dans la première année est beaucoup plus élevé que votre taux de roulement après un an. Pourquoi? Ben, c'est là que ça se passe. C'est très critique de bien intégrer nos employés, puis on va prendre une décision, souvent dans les 12 premiers mois, de quitter. C'est rare que l'employé, après 4 ans, se dise, ben voyons, qu'est-ce que je fais ici? Il me semble que ça me plaît pas. Ça arrive, là, mais au moins souvent. Puis effectivement, là, on me dit que le roulement de commerce de détail varie entre 50 et 110 effectivement, je peux en témoigner, je viens de ce domaine-là. Et fait que, imaginez le 110 de taux de roulement, ça veut dire que mon équipe, si j'avais 100 personnes dans mon magasin, ça veut dire que j'en ai embauché 110 dans la même année pour les remplacer. Donc c'est astronomique.
On veut faire gagner du temps aux superviseurs et aux collègues, mais c'est notre stratégie aussi. Donc, si on est bien cédulé, bien ficelé, tout se passe relativement bien. Puis ici, je vous donne un petit exemple. On va changer la page. Ça vient d'un livre Ressources humaines, vous avez la source en bas. Pourquoi ne pas mettre certaines responsabilités? Là, je vais juste aller chercher mon curseur ici. Pourquoi mettre certaines responsabilités? Donc, qui s'occupe de trouver le bureau? Qui va se faire signer le contrat de travail? Qui va l'informer du comité social? Qui va lui donner sa carte d'accès? Qui va lui donner son courriel? Qui est ci? Là, vous en avez comme deux exemples. Puis là, de dire qui est imputable de ça, avec un genre de checklist. Donc, c'est pas quand Jean va arriver à sa première journée. Ah ben là, c'est qui donc qui va s'occuper de son intégration? Ben, c'est pas ça. C'est qu'on le sait déjà que c'est les ressources humaines qui s'occupent des documents administratifs, c'est le superviseur qui va y trouver un poste. Donc, si tout le monde est aligné avec un document comme ça, on est déjà de l'air plus organisé quand notre employé arrive. Alors, pour la dernière partie, le dernier 10-15 minutes de la présentation, je veux vous parler des 5 pièges, les 5 dysfonctions d'une équipe ou d'une entreprise qui font en sorte que les employés vont se démobiliser, se désengager et être moins fidèles à leur employeur. Donc, la première chose que je veux vous présenter, c'est ce livre-là. C'est un best-seller international en management. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu dans la salle. C'est super brillant, c'est pas trop long, puis c'est pas un livre là, super lourd en théorie du management là, puis des ressources humaines. Je vous en fais un petit résumé, là, c'est que c'est une nouvelle PDG d'une entreprise fictive en Californie. Et il y a des dysfonctions importantes dans son équipe de gestion et avec ses employés. Donc, l'entreprise est principalement là, est en perte de croissance, la recherche et développement est en perte d'innovation, les relations de travail sont difficiles, le profit est en baisse. Donc, elle décide de faire justement un genre de lac à l'épaule. Là. Donc, elle prend son équipe de gestion, puis ils vont dans un chalet pendant quelques jours, puis ils se questionnent sur qu'est-ce qui est arrivé à notre organisation qui est en forte croissance, qui était une des meilleures organisations dans les techs des États-Unis. Euh, et là, il se pose des questions, puis il en arrive à un constat avec 5 dysfonctions qu'une équipe de travail, les pièges dans lesquels les équipes de travail sont tombées. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ben, je pense que oui, là, vous voyez l'image là, que devant nous, c'est un kayak. On a 4 personnes qui rament, qui semblent avoir le même rythme. Hein, vous voyez, le bateau, il s'en va par en bas. Puis on a une personne en avant qui, on ne sait pas trop. Soit que les rames sont levées, euh, soit que le rythme à laquelle elle rame n'est pas la même, ou tout simplement, peut-être même avoir les rames dans l'eau pour nuire à ses collègues de travail. Donc, c'est un peu ça. C'est que quand tout le monde rame, mais il y a quelqu'un qui est désengagé, démobilisé, puis qui est non fidèle à son employeur, ben ça donne cet effet-là. Donc, on est 4 à ramer. La compagnie avance quand même, mais ça nous cause des problèmes. Et ce qui est encore plus intéressant dans ce dessin-là, c'est que tout le monde a le visage vers cet employé-là. Tout le monde le voit aller. Et les, les, les dangers de contamination sont graves, sont grands. C'est-à-dire, ben, si je suis en train de voir qu'un autre employé fait pas, est désengagé, démobilisé, ben, c'est pas super. Puis ça m'influence. Donc, j'y arrive. Euh, le premier, la base là, du constat qui a été fait, c'est que nos employés manquent de confiance en nous, en l'organisation. Donc, notre mission, notre vision, nos valeurs communes ne sont pas claires. J'en ai, je me suis, je sais pas s'il y en a qui se sont déjà connectés à l'atelier sur la reconnaissance au travail, pardon, mais 50% des employés au Québec, c'est une étude de CROP, sont commandées par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, disent manquer de reconnaissance au travail. La reconnaissance, c'est quoi? Ben, c'est dire merci, c'est dire bonjour, c'est dire félicitations pour ton beau mandat, c'est de reconnaître un an de service, 5 ans de service, reconnaître quelqu'un à sa retraite, reconnaître quelqu'un qui a fait un bon coup. Vous savez c'est quoi de la reconnaissance, vous en faites, assurément. Sauf qu'il y a des organisations qui le font pas.
Il y a des gestionnaires qui y croient pas. Et ça, c'est très dommageable. Et votre employé qui manque de reconnaissance manque de confiance en lui. Et en plus de manquer de confiance, ça va le stresser. Il y a 4 fois plus de risques de vivre un stress intense au travail s'il manque de reconnaissance. Pourquoi? Ben moi, si je sais pas ce que je fais est bien, si je sais pas si mon employeur m'apprécie, je sais pas si parce qu'il m'ignore, c'est parce qu'il m'aime pas à face, ben moi, quand j'arrive chez moi le soir, j'aime pas ça travailler là. Moi, j'aime ça, savoir que je fais bien mon boulot ou que je le fais moins bien, mais qu'on me le dit. Euh, Puis que on me reconnaît, on me dit bonjour le matin, on me dit merci, et que au moins je me sens utile. Donc, vous voyez, là, puis qu'un employé heureux est 30% plus productif qu'un autre employé qui est malheureux ou qui vit du stress intense au travail. Ça vaut vraiment la peine. Donc, on se dit comment on pourrait augmenter la productivité de mon entreprise? Ah, ouais, on pourrait investir tant de milliers de dollars dans tel processus, ça serait super. On va aller chercher 1,2% de profit net à la fin de l'année. Ben ouais, savez-vous quoi? Faites juste dire merci, bonjour, puis reconnaître vos employés, là. Ça coûte 0 $. Vous allez augmenter la productivité de vos employés. Bien plus que par des investissements qui sont importants. Ça, c'est mon monde des ressources humaines parfait. Le truc du métier, moi, là, je suis dans non, je vais finir par le dire, j'étais dans des positions où j'avais des équipes de travail assez importantes. Je chapeautais presque 1 millier de personnes là, dans plusieurs magasins. Et moi, mon truc, c'était que je partais le matin avec 5 jetons dans ma poche gauche. Et les jetons, c'était euh, une reconnaissance que je vais donner à un employé. C'est pas vrai que dans une journée de travail, avec toutes les personnes que je rencontrais, que je n'étais pas capable de m'assurer de les reconnaître d'une façon ou d'une autre. Soit d'un service à la clientèle exceptionnel, ou soit euh, d'un d'un comportement santé-sécurité favorable, ou peu importe, le fait d'avoir fait un bon coup. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'avais 5 jetons à gauche dans ma poche, puis à chaque fois que je reconnaissais quelqu'un, je le mettais à droite. Euh, Ça, c'est pour partir l'habitude, si vous le faites pas. Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous n'aurez plus besoin de ces jetons-là, puis ça va devenir normal. Et c'est comme ça qu'on bâtit une culture de reconnaissance dans notre entreprise. Et c'est comme ça qu'on favorise et qu'on fidélise les employés. Puis quand il était 5 heures moins quart, puis je me rendais compte que j'avais encore 4 jetons dans ma poche gauche, ben je me levais, puis j'allais passer à travers les employés, puis j'allais m'assurer de faire le maximum de reconnaissance possible. J'en faisais pas une obligation, j'en faisais pas de maladie, mais je me disais, je suis un gestionnaire en ressources humaines, et là, ça veut dire que j'ai passé ma journée en meeting, en réunion, et que j'ai pas parlé à mon monde. Donc ça, c'est important. La deuxième, c'est la peur de la confrontation. On a peur de confronter nos employés. On a peur de leur donner la rétroaction un peu plus difficile. Mais donner de la rétroaction en continu, c'est super favorable. Vous allez voir à ma prochaine diapo, ça a des effets super intéressants. Donc encore là, si je reviens au livre, c'était la deuxième dysfonction qu'ils trouvaient. Donc les employés puis les gestionnaires avaient peur de se confronter. Quand je parle de confrontation, là, je parle pas de problème de relation de travail, puis de s'engueuler, puis de se dire nos quatre vérités. C'est juste d'être capable de dire à quelqu'un, hey, voici ce que tu fais de bien, mais c'est aussi d'être capable de dire, voici tes opportunités de développement. Voici c'est quoi tes faiblesses. Puis rendu, quand on fait le constat, souvent l'employé le sait déjà, mais là, il faut avoir une stratégie aussi. Il ne faut pas juste confronter puis confronter. Faut leur donner des opportunités de pouvoir développer soit leur force davantage ou de contrôler leur faiblesse. Donc, il faut leur donner des outils, il faut leur donner du temps. Et c'est pas vrai que si j'attends à chaque fin d'année à mon évaluation de performance annuelle, que c'est à ce moment-là que j'attends pour dire à mon employé, voici ce que tu fais bien, voici ce que tu fais moins bien, que ça va nécessairement bien se passer, puis qu'il va grandir de tout ça. La tendance, c'est réellement de donner de la rétroaction en continu, à chaque jour, à chaque projet. Bravo pour ça, prochaine fois, voici ce qu'on pourrait améliorer davantage. C'est comme ça qu'on grandit avec les employés. Pas en leur disant à la fin de l'année, ouais, mais tu te souviens-tu de ce projet-là, v'là 6 mois, on l'avait raté. Ben, c'est ça, il est trop tard. Un employé qui reçoit de l'appréciation continue est 6 fois plus engagé envers son employeur qu'un autre. Il est 12,5% plus productif. Il est 11%
meilleur vendeur, puis il close 6% de plus que les autres employés. Ça, c'est l'Institut Gallup anglaise qui nous confirme ces chiffres-là, après une étude sur l'appréciation continue, puis la reconnaissance, puis le travail sur les forces et les opportunités. Troisième élément, c'est l'absence d'engagement. C'est certain que si je ne communique pas de façon efficace, surtout avec la nouvelle génération, je ne suis pas transparent, je ne leur explique pas c'est quoi les projets, que je ne les implique pas dans les changements, que je fais juste leur faire subir les changements, ils n'embarqueront pas. Les milléniaux puis la génération un peu plus jeune, ce qu'ils veulent, c'est faire une différence chez leur employeur. Ils veulent être impliqués, ils veulent donner leur idée, ils veulent être écoutés, ils veulent être respectés. Ils veulent pas arriver au travail, avoir leur chèque de paye et s'en aller à la maison. Ça fait partie de certains du travail, mais ils veulent surtout être au courant, s'impliquer, puis être écoutés. Et ce qui va faire une grosse distinction aussi dans vos organisations, c'est toute la perception de justice et d'équité. C'est super important pour la génération actuelle. Pourquoi mon collègue d'à côté, il a le droit à ça, puis pas moi? Si je suis capable de l'expliquer, ça va, mais si je suis pas capable de l'expliquer, vous allez voir qu'ils vont se désengager, se démobiliser très vite. C'est pourquoi, en ressources humaines, on, on, on cogne sur le clou d'écrire nos politiques. Pourquoi? Parce que quand j'ai deux employés devant moi qui me challenge sur pourquoi un a ci, puis un l'a pas, puis un l'a, puis l'autre l'a pas, ben, je suis capable de dire, regarde, voici la politique, c'est très clair, c'est équitable, tout le monde est dans le même bateau. Si tu veux cet avantage-là, voici ce que tu as à faire. Voici combien d'années de service tu dois avoir. Voici la genre de performance que tu dois nous donner. Ça, là, c'est super important. Euh, c'est un élément majeur là, de la fidélisation de nos employés. Quatrième élément, l'avant-dernier, au final, c'est l'évitement de la responsabilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, puis c'est un grave problème dans l'entreprise qui est dans le livre, c'est qu'il n'y a plus personne d'imputable. C'est toujours la faute à l'autre département quand ça ne fonctionne pas. C'est toujours la faute à un autre gestionnaire. C'est toujours la faute à un autre employé. Toujours ou souvent. Donc, si vous véhiculez des genres de messages comme ça, ah ben on a des problèmes de personnel, mais c'est à cause du marketing, ils nous aident pas. Ou c'est à cause de nos gestionnaires parce qu'ils sont tellement dans le jus qu'ils n'ont pas le temps de développer la marque employeur, puis de faire vivre les valeurs, puis d'intégrer mes employés de façon efficace. Ben, de trouver des raisons comme ça, là, ben, ce que ça fait au fil du temps dans une entreprise, c'est que là, il se développe une culture de ben personne n'est imputable. Puis c'est pas plus grave que ça si c'est pas réussi. Alors que quand on voit des entreprises où les gens sont imputables de l'intégration de l'employé, qui sont imputables de faire vivre la culture d'entreprise, de s'assurer que les gens soient heureux au travail, de diminuer le stress au travail, que les projets soient rendus, que whatever, là, les exemples que j'ai à vous donner, une entreprise qui est imputable, ça impressionne les employés. L'inverse, ça les dégoûte. Euh, Finalement, mon dernier aspect, pour la fidélisation, ou s'assurer de la fidélisation, c'est une attention qui est portée aux résultats. C'est ce qui arrivait aussi dans notre entreprise, dans le livre. C'est-à-dire qu'il demandait à des employés, écoute, selon toi, c'est quoi l'indicateur le plus important pour l'organisation? Tant mieux si votre entreprise, si l'employé vous répond, ah ben je sais que c'est le nombre de clients satisfaits au bout de la semaine, c'est le nombre d'appels, c'est le nombre d'items vendus, c'est le pourcentage de satisfaction clientèle. C'est peu importe. Le danger, c'est quand vous posez une question à un employé puis vous lui dites, toi, là, dans ton travail, là, comment tu participes au succès de l'entreprise? Puis il n'est pas capable de vous répondre. Toi, là, avec ton travail, là, c'est quel indicateur que tu es capable de faire augmenter chez nous? Puis, mettons, je lui montre un indicateur, le profit net, je sais pas, le roulement des stocks, le roulement du personnel, le taux de satisfaction clientèle. Puis, je lui pose la question, toi, là, dans ton quotidien, comment tu fais pour améliorer ce taux-là qui est notre mission d'entreprise? Mais le danger, là, c'est quand les employés commencent à répondre, ben, je sais pas vraiment. Ou de toute façon, tout ce que je fais, ça n'a pas réellement d'impact sur les résultats. Et là, il est là le danger de le désengager puis de la démobiliser, puis que là, on perd de la fidélité. C'est important de sonder nos employés sur, un, comment ils se sentent dans notre organisation, puis deux, comment ils peuvent participer au succès de notre entreprise aussi.
Donc, au final, notre pyramide du succès ou de la fidélisation des employés, c'est ça. Confiance, donner confiance à nos gens. Ils n'ont pas peur de leur donner de la rétroaction continue. On veut les engager par de l'écoute, de la communication transparente, un système de justice et d'équité, et on veut les impliquer dans le changement. On veut les rendre imputables, puis on veut rendre l'organisation imputable, puis on veut s'assurer qu'ils comprennent comment ils peuvent favoriser euh, d'avoir des bons résultats. Je vous le disais au début, ils sont intéressés à participer au développement de votre entreprise et de votre succès. Donc, c'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Alors, 45 minutes bien sonnant. Euh, Au cours des 5 prochains jours, ceux qui étaient connectés, vous allez recevoir votre attestation pour cet atelier et vous recevrez la copie en PDF aussi de cette présentation-là. Si jamais à la fin de la semaine prochaine, vous n'avez pas eu une nouvelle de notre part, rh@sagedecision.com, écrivez-nous. On a peut-être notre système a peut-être échappé à quelqu'un. Il va y avoir aussi, vous allez recevoir demain un courriel avec le lien YouTube, avec l'enregistrement de cet atelier-là. Donc, vous pourrez aller le revoir et le partager. Et sur ce, je vais laisser la place à certaines questions ou commentaires si vous le désirez. Puis dès que ça ralentit, ben, je ferme tout simplement le webinaire. En vous souhaitant une excellente journée, je vais aussi vous dire qu'on a un prochain webinaire au mois de décembre et qui va être tout aussi intéressant. Donc, il y en a un sur la gestion du stress en janvier, puis le prochain, ça paraît-tu que le nom m'échappe? J'en suis désolé. Au final, il y en a un autre et vous avez reçu dans l'infolette le sujet. Donc, je vous remercie tout le monde, puis je suis disponible s'il y a certaines questions. RSE, ça veut dire responsabilité sociale d'entreprise, donc d'être un bon citoyen corporatif. Ouais. On me demande si je peux partager d'autres initiatives créatives que j'ai vues dans les organisations. Euh, le vitement comme ça, c'est peut-être plus complexe, là, mais ce qui est intéressant, c'est que, oups, il y a plein de choses qui se passent dans mon écran en même temps. Essayez juste de fermer ça. Euh, on a, comme je disais, là, on va avoir des journées thématiques. On va avoir des gens là, qui vont faire, mettons, le jeudi. Donc, tous les jeudis soirs, il y a une activité, mettons, de 4 à 5. Les dîners, la nourriture reste une reconnaissance super importante. Des jeux le midi organisés. Tournoi de baby-foot, tournoi de jeux de poche, tournoi de ci, de ça. Massage sur table en entreprise. Euh, Ensuite, on voit justement la capacité d'avoir une escouade bonheur. On nomme quelques employés dans une organisation qui s'assurent du bonheur dans l'entreprise, puis d'assurer des activités aussi physiques une fois par semaine, par exemple. Il va y avoir des journées thématiques il va y avoir des dégustations, mettons, de chips, de crème glacée, de, de nouveaux produits, puis on va demander aux employés de venir voter sur ça. Je vois des vacances illimitées en entreprise, des congés illimités, dans les assurances collectives aussi, programme d'aide aux employés, on a la médecine virtuelle, on a la pharmacie postale, on a, j'essaie de regarder tous mes clients, la capacité d'avoir des espaces de repos avec des hamacs, des divans,
aller me ressourcer. Aussi les grands bureaux là, qui sont à air fermé, à air ouvert, pardon, la capacité de pouvoir aller dans une cloison, dans un bureau pour aller garder ma concentration. Qui vont avoir déployé comme ça. Télétravail, ça c'est super tendance aussi. Euh, fait que, me semble que j'en avais déjà fait une liste de ce que j'avais déjà vu. Si je la retrouve, Stéphanie, je vais vous l'envoyer, mais je ne garantis rien parce que je me semble que j'ai écrit ça quelque part. Donc, ça semble ralentir. Alors, je vous souhaite une bonne journée et merci à tous pour votre écoute.